C'est une présentation très courte, 15 minutes, sur des outils pour mieux manager une équipe. Et ça va être un peu focalisé équipe de développement. Après, c'est réutilisable partout. Ça fait 3 ans que je suis passé manager suite à des fusions, des départs et tout ça. Et la première année, je suis allé comme ça, sans formation, c'était un peu une catastrophe. Donc au bout d'un an, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait, s'il y avait des techniques et tout ça. Et je suis tombé sur outils du manager. Et je vais vous expliquer ça maintenant. Avant, un manager, c'est différent d'un chef de projet. Un chef de projet, il est focalisé sur des livrables à livrer à des dates précises. Un manager, il est focalisé sur les personnes pour qu'elles fournissent des performances à moyen et long terme. Donc, on ne va pas parler d'outils en termes de Jira et autre chose. On va parler d'outils humains. Vous n'allez pas avoir de logiciel. Dans toutes les méthodes de management, pareil, ce qu'on avait appelé anti-pattern, vous avez tout ce qui est commandant de contrôle, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un derrière votre dos pour dire tu fais ci, tu fais ça, tu prends cette tâche, tu fais ci, tu fais ça, etc. Le développement, l'UX, l'interface, c'est quand même un métier créatif, c'est pas forcément adapté. Vous avez le Seagull Management. Donc Seagull, c'est un goéland, ce que vous appelez communément une ouette quand vous allez au bord de la mer. C'est un gros nez jaune comme ça, c'est un gros machin, c'est un goéland. Il a fait à Paris d'habitude. C'est plutôt Paris. Ouais, mais je le vois quand même à Dieppe, c'est bon. Seagull Management, c'est vous allez voir votre chef que quand il y a des emmerdes. Et par contre, vous avez besoin de changer quelque chose, il n'y a plus personne. Le Bully Management, c'est l'harcèlement. C'est on va pousser quelqu'un à bout pour qu'il produise, qu'il produise, qu'il produise. Et après, on a le Shield Management, donc c'est souvent les anciens techniciens qui passent manager, c'est on va protéger l'équipe après tout, à tout prix, quitte à faire fusil. Et on va s'user sans responsabiliser l'équipe. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est issu de ce site-là, qui a une partie française, qui est Manager Tools en anglais, qui est beaucoup plus gros. C'est un podcast animé par 2 personnes qui bossent dans l'industrie, qui n'a rien à voir avec l'informatique. Vous avez la page Facebook, le groupe LinkedIn pour tout avoir. C'est juste une introduction pour que vous allez voir plus loin là-dedans. La méthode est basée sur 4 fondamentaux. Le 1 à 1, on va y revenir, le feedback, le retour, la délégation et le coaching. La particularité, c'est qu'on y va un par un. C'est pas la peine de commencer du coaching si vous ne faites pas de 1 à 1 et vous n'avez pas de retour à vos collaborateurs. Donc il faut commencer par les 1 à 1. Les 1 à 1, c'est vraiment le pilier. C'est établir une communication fréquente avec vos collaborateurs. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça dépend du rythme que vous avez. Vous voyez de 5 à 30 minutes. C'est pas grave si ça dure 5 minutes, c'est pas grave si ça dure 30 minutes, il ne faut pas que ça dépasse trop non plus. Chacun de vos collaborateurs, et vous allez commencer par les écouter. Si vous dites que vous n'avez pas le temps de faire ça, peut-être qu'il ne faut pas faire manager, parce que c'est quand même un des premiers rôles. Hop, trop vite, pardon. Et donc à 1, ça se passe comment? On a les 10 premières minutes ou plus où vous allez écouter la personne en face, vous allez noter, etc. Ensuite, pour lui faire des retours, et après vous pourrez travailler sur les objectifs annuels et tout ça. L'objectif, c'est de maintenir une relation. Vous êtes obligé d'être d'accord avec la personne, tout ça, et vous maintenez la communication. Vous l'écoutez. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il n'y a même pas besoin de le faire bien pour obtenir des résultats. C'est-à-dire que si vous sautez la première, si vous faites juste écouter, vous allez créer un lien, et vous aurez une meilleure collaboration, vous allez avoir des retours plus vite, etc. Et vous allez pouvoir détecter, corriger des problèmes très tôt. Au lieu de les apprendre 3 mois plus tard quand ça a gangréné toute l'équipe. La deuxième partie, ce sont les feedbacks. Donc c'est sur un comportement qui a un effet sur quelque chose. C'est pas une négociation, il n'y a pas tort ou raison. C'est quand tu fais telle action, bah, telle personne elle est blessée dans l'équipe et du coup ça casse le rythme. Des choses comme ça. Ça peut être négatif. Et en France, on est très bon pour faire ça. Mais il faut surtout les faire positifs.
Dans le podcast, il y a un exemple où il y a un manager qui a des petits pions de poker dans sa poche, et c'est le nombre de feedback positifs qu'il doit faire dans la journée, et à la fin, il ne doit plus en avoir dans sa poche droite. Parce que c'est pas dans la culture. Moi, je suis né dans une culture d'ingénierie où on est toujours à corriger ce qui ne va pas. Il faut aussi renforcer les comportements et pas que corriger ceux qui vont pas. Ensuite, vous avez la délégation. La délégation, ce n'est pas une assignation de tâches. La délégation, c'est vous allez demander à quelqu'un s'il souhaite prendre cette partie en compte et vous allez lui donner la co-responsabilité de ça. Vous allez lui demander si elle est d'accord. Vous allez l'engager. Et c'est pas. Il faut aussi lui autoriser à se tromper et à ce qu'elle aille moins vite que vous. Parce que c'est un investissement que vous faites. Enfin, vous avez le coaching. Moi, je suis un petit peu avant cette étape-là, parce qu'il faut bien faire les autres avant d'arriver là. Vous n'allez pas former quelqu'un dans une compétence, mais le suivre et l'aider à se former dans quelque chose, dans l'autre. Sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc je répète, le 1 à 1. Vous pouvez faire que ça, il n'y a pas besoin d'être très bon. Vous avez des bons résultats, vous avez une meilleure relation, vous détectez les problèmes, vous pouvez mettre en place des actions correctives sur le fonctionnement de l'équipe assez rapidement. Moi, je m'en suis servi pour ce qu'on appelle du pré-câblage, c'est-à-dire où vous allez annoncer des choses, vous les testez là-dedans, ici avant, pour voir les réactions, si ça passe. Et même si ça passe un peu neutre, ça prépare les gens, ça permet de digérer les choses. Après le feedback, la délégation et le coaching. Dans l'ordre. Enfin, dans une dynamique d'équipe, je vais juste te demander le temps, je suis pas insisté sur la partie. Tu vas devoir déborder aussi, hein, Luc, Ah, pas à 5 minutes, je crois. On est à 7 minutes 47 qui te reste. Très bien, je peux insister sur cette partie-là, sur la fois on m'a dit qu'il fallait que j'assiste sur vous avez une équipe avec différents profils. Les différents profils que vous avez là, ils ne sont pas bien ou pas bien. Ces différents profils qui vont être orientés vers les personnes ou orientés vers les tâches, qui essayent de modifier leur environnement pour obtenir ce qu'ils veulent ou qui subissent leur environnement. Vous avez commencé par les dominants. Sarkozy est un exemple parfait. C'est en gros un dominant, c'est je veux atteindre ce but-là. Si je fais pleurer ou je casse des choses entre temps, c'est pas grave, j'aurai atteint le but. Si je dois passer outre toutes les règles, j'irai quand même. Vous avez l'influent, c'est un peu la caricature du commercial, où la personne elle parle bien, elle parle beaucoup, mais c'est pas la personne qui va finir toutes ses tâches. Elle va commencer plein de choses et ne va pas forcément finir grand chose. Mais par contre, elle va parler de lui beaucoup. Et vous allez voir, en fonction des différents rôles, ces différents rôles ne sont pas forcément appréciés par les autres. Enfin, vous avez les stables. Donc, l'influent, il est orienté personne, mais il veut contrôler l'environnement. Le stable, il est orienté personne, mais il subit l'environnement. Pour le stable, ce qui est important, c'est l'équipe. C'est pas de casser les relations dans l'équipe. C'est-à-dire s'il est capable de refuser une promotion juste pour pas être en porte-à-faux par rapport aux autres équipes. C'est les personnes qui vont apporter les gâteaux. C'est Mère Teresa, etc. Enfin, vous avez les consciencieux. Entre guillemets, les comptables. Et si on prend les exemples des deux podcasteurs, les informaticiens pour et donc ils vont être orientés pas personne, leur objectif c'est de cocher toutes les tâches. Quand on leur demande un rapport, il va faire 10 pages avec tous les petits détails, tous les chiffres, etc. Alors que les dominants, eux, vont pouvoir décider avec très peu d'informations. Les consciencieux, ils ont besoin d'avoir beaucoup d'informations pour décider. L'influent, il faut que ce soit cool. Le stade, il ne faut pas que ça perturbe l'équipe. Et donc il y a des différents questionnaires qui existent sur Internet pour évaluer les personnes. Après, ça se fait sur les comportements. C'est un mélange des deux, c'est pas le questionnaire qui va faire ça. Et on peut être une composante de tout. Et c'est à un certain moment donné, ça évolue dans le temps, dans une certaine situation. Vous n'êtes pas forcément pareil à la maison, au travail ou avec vos amis. Vous pouvez être très sérieux au travail et l'amuseur public avec vos amis, ça c'est pas de problème.
Et dans une équipe, vous avez besoin de tout. Parce que si vous avez que des consciencieux, tout va être nickel fin, mais il n'y a pas de créativité, ça ne va pas aller plus loin que ce qu'on demande. Si vous avez que des créatifs, ça va aller très très vite, il va y avoir plein d'idées, ça va être cool et tout ça, mais il n'y a rien ne sera fini. Si vous avez des dominants, bah, ils vont se taper entre eux. Et si vous avez que des stables, bah, ça ne va pas bouger. On fera des gâteaux tous les jours, en quart. Moi, j'ai fait dans mon équipe. Mon équipe était principalement dans les stables, avec 1 ou 2 points dans les consciencieux. Pour moi, ça vient du fait que dans le monde informatique, c'est beaucoup de travail en équipe. C'est pas la personne sur son ordinateur, c'est qu'il faut travailler avec d'autres personnes beaucoup. Je pense que ça évolue dans le temps. Alors que moi, je suis en dominant, c'est-à-dire que s'il faut casser un peu de vaisselle, c'est pas bien grave. S'il faut s'engueuler avec le président de LWX, c'est pas bien grave. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les diagonales ne s'aiment pas. C'est-à-dire que moi, quand je décidais de quelque chose, je brusquais toute l'équipe. Ça ne choquait pas forcément la personne qui était là, parce que je voulais même que ça aille plus vite, que ça soit droit, etc. Mais je ne faisais pas avancer l'équipe parce qu'il fallait plus de stabilité, de douceur. D'où les pré-cadavres dont j'ai parlé avant. L'intérêt, c'est d'avoir un peu de tout dans une équipe. Pour un peu de créativité, un peu de sérieux, etc. Et ça va être complémentaire. Ensuite, j'ai mis en place d'autres outils qui proviennent du podcast, des 1-1 avec les pairs. Moi, je fais des 1-1 avec mon responsable d'exploitation, avec le responsable de QR, avec le support. Le support, c'est ceux qui nous amènent les bugs. Des fois, c'est un peu tendu. Et mine de rien, ça permet de fluidifier la communication, d'avoir des infos avant, etc. De plus rigoler qu'on y est. Et là, par contre, c'est plus informel. Tu as des trucs à dire, j'ai des trucs à dire. Non, bah, on fait rien, c'est pas grave. Par contre, il me dit, ah, par contre, là, c'est pas bien. Quand tu donnes ça, à chaque fois, ça se passe mal, etc. Moi, j'aurais besoin que tu me donnes ça. Ensuite, il y a des techniques de réunion d'équipe efficaces. Donc, ça dure 20 minutes, 30 minutes. Ça déborde pas, que les gens ne s'attendent pas pendant 2 heures en s'ennuyant. Des techniques de brainstorming intéressantes, où on va avoir des règles, où le nom est interdit, on peut copier sur le voisin, on peut refaire. L'objectif, c'est de sortir plein d'idées. Il y a plein de choses comme ça. Alors ça, c'est plus pour la partie dev, parce que c'est une erreur que j'ai faite. La première année de management, et voire la deuxième année, j'ai quasiment pas codé. Et en fait, on se décorrèle un peu du vrai métier, et ça fait prendre des mauvaises décisions. Donc moi, j'essaie de coder au moins 30% du temps. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, mais qui était plus le cas hier. Et ça permet aussi de mieux comprendre les problématiques. Et de s'amuser, parce que c'est quand même un petit créatif. Ah, il y avait déjà de la pub pour coder en scène. Et si vous avez des questions, vous avez quelques minutes. Donc c'est une introduction, hein. Je mettrai les liens sur Twitter, Alex les reprendra, mais vous avez le lien vers le podcast et tout ça. Vous pourrez aller plus loin. On arrive à faire passer, faire un test pour former facilement. Tu as dit oui, mon équipe, ils sont tous des snaps et tout. Ouais. J'ai fait faire un test et après j'ai croisé avec l'observation aussi. Parce que des personnes avec le test, on ne savait pas trop. Et après, en fait, ça dépend. Le midi, c'est pas forcément la même chose que la journée. C'est vraiment du stable. Hein. On a souvent des croissants, des gâteaux le matin. Hein. D'ailleurs, c'est obligatoire quand on prend en parole. Moi, j'aime bien ton idée de t'astreindre en tant que manager et que c'est pas ton taf de dire moi, je vais quand même coder 30% de mon temps. Pour garder le contact avec les gens que je fais bosser. En tout cas, les gens dont je facilite le travail. Et juste un truc moi, qui m'a percuté, quelque temps, je discutais avec un type qui avait bossé pendant des années dans une scierie, une petite entreprise dans la montagne, dans la campagne. Le mec disait, le boss il était génial, je ne l'ai jamais vu en costard pendant, je sais pas, 10-20 ans que j'ai bossé avec lui. Il était tout le temps en bleu et il bossait avec nous dans la scierie. Alors que c'était le PDG de la boîte, c'était sa boîte, etc. Et ce mec qui dirigeait cette boîte, lui, ce qu'il aimait faire, c'était pas forcément diriger ces mecs, c'était couper du bois avec eux. Voilà.
Ce que je voulais dire, je trouve ça très bien que le patron il sache ce que font ces sous-fifs, entre guillemets, plein de guillemets autour de tout ça. Quoi. Parce que moi, ils savent ce qu'ils font. Quoi. Ils ne se déconnectent pas de la réalité. Quoi. Il y a le même exemple, vous connaissez Naughty Dog, c'est une boîte de jeux vidéo qui appartient à Sony. Ils ont fait Uncharted, The Last of Us et tout ça. Et donc c'est les plus grosses ventes de jeux, enfin c'est les jeux qui ont les meilleures notes et qui ont des grosses ventes sur PS3 et tout ça. Le co-président, c'est les deux co-présidents, il code et le moteur 3D pour rendre des textures. Normalement il a dit, avant la démo qu'on avait à l'E3 c'est la grande messe où on montre à l'industrie à tous les journalistes, il y avait une texture qui merdait et c'était ma faute et j'ai passé la nuit pour ça. Et à un moment, le mec, il a dit, il est arrivé, le moteur 3D, c'est le con au départ, il a fait, vous ne me voyez pas pendant 2 semaines, je reviens dans 2 semaines, je vous fais une proposition. Et c'est quelqu'un qui vient de la scène de Demo Maker d'avant. C'est aussi possible encore. Mais bon, c'est un autre niveau, il y a un autre niveau plus grand. C'est aussi possible dans une série, ouais, d'ailleurs, c'est ça que je dis aussi, ouais. La présentation, surtout celle que tu as fait avant, où tu parles sans complexe de tes échecs, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement. Beaucoup d'entreprises, quand on sait comment ça se passe à l'intérieur, c'est juste c'est proche de la mort absolue, on va dire. Mais on va montrer une bonne figure et on refuse parfois de se remettre un peu en cause. Et ce qu'il ne vaut mieux pas, si on veut réussir, c'est arrêter de se prendre au sérieux, seulement travailler sérieusement. Parce qu'on est beaucoup dans le bullshit, je trouve, quand même, dans l'informatique. On fait de la règle de 8, on fait des choses, mais dès qu'il faut avoir des éléments concrets, précis, rester 2 heures à une table quand c'est très fin. Je sais pas s'ils sont dans le bullshit dans la série par exemple. La série, je sais pas, mais on voit quand même plein de métiers où il y a du bullshit, ouais, clairement. Pour moi, c'est ça qui est intéressant des méthodes agiles, c'est que ça oblige chaque participant à faire une création, à avoir les pieds sur terre, à parler de choses concrètes et à résoudre les problèmes, à faciliter aussi les problèmes de l'autre, etc. Ouais. Et puis cache pas les problèmes pendant 2 ans. Et voilà, ouais. Il y a un truc qu'ils avaient fait pas faire de déni aussi. Chez Optio, c'était les SS2I, mais pas des SS2I classiques. C'est pendant les réunions, ils avaient mis une boîte à meubles. Dès que quelqu'un commençait à partir dans le bullshit, et ça a obligé le manager à arrêter, avec vraiment au cœur du métier, arrêter de partir, de pouvoir se mettre en avant, et vraiment s'intégrer, s'intéresser au métier et avancer. On a fait avec notre producteur. Voilà, donc vous aurez les liens et tout ça. Il faut tester, il faut mettre en place. Moi, ça m'a beaucoup aidé par rapport à quelque chose de la RH, tout ça. Ils sont où les liens? Ils sont dans ta presse? C'est dans ma presse et. D'accord, on mettra tout ça en ligne. Ce sera dans mon Twitter. Ce sera accessible sur nwx.fr dans début de semaine prochaine ou plus tard, quoi. Avec les vidéos, les slides, tout ça. Quoi. Super. Voilà.